démarrer, je voulais dire quelques mots de l'histoire de cette journée qui a lieu aujourd'hui. Moi, j'ai été pendant toute l'année dernière professeur invité à l'Université de Brasilia, grâce à ma collègue ici présente, Katia Tarouquet-Brasil, qui a beaucoup œuvré pour ça, mais qui est partie au moment où moi j'arrivais. Du coup, en cette fin d'année, en tant que professeur invité, j'ai eu la chance d'organiser une journée de recherche, une journée d'études plutôt, sur ce même thème, financé par l'ambassade de France au Brésil. Et Katia a eu l'occasion de voir le programme et elle s'est dit, oh, il faudrait vraiment qu'on fasse ça aussi en France dans le cadre de la saison Regard croisé. Et à partir de cette idée, Paul Opena et Denise, qu'on verra tout à l'heure en visio, se sont enthousiasmés à participer également. Et ensuite Julie également, la Fondation PAL, qui a convoqué toute cette jeunesse de la cité universitaire. Et du coup, on s'est retrouvés avec ce formidable programme scientifico-culturel, on va dire, puisqu'on terminera par un grand concert plus tard. Donc, dans cette table, nous aurons, je vais vous présenter un peu rapidement une recherche comparative que j'ai menée entre la France et le Brésil sur l'analyse des incidences de l'héritage de l'esclavage sur les conduites actuelles au travail. J'ai occupé quand même les 25 dernières années à ça. Mais j'en dirai quelques mots, bien sûr, uniquement, pas le temps de rentrer dans les détails, j'en dirai quelques mots, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc une fois que je vous aurai présenté brièvement cette recherche comparative, Paolo Pena, professeur de médecine spécialisé en médecine du travail à la Louvre, présentera à son tour brièvement une recherche que nous menons depuis 2021 dans les communautés quilombola à Salvador de Bahia, chez les pêcheuses de fruits de mer, que lui accompagne depuis 20 ans. Cette recherche, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu la mener. Je ne remercierai jamais assez. Je disais qu'à la suite de ma présentation, Paolo Pena présentera une partie de notre travail avec les pêcheuses de fruits de mer quilombolas, de la baie de tous les saints. Et à la suite de ces recherches qu'on a menées ensemble avec Paolo, on s'est rendu compte qu'il va vous montrer d'ailleurs qu'il existait un lien étroit entre la pratique, la valorisation et la diffusion des savoir-faire traditionnels quilombola, la santé mentale et la préservation de l'environnement. Et c'est pourquoi on a le projet de faire un grand projet comparatif Brésil-France sur ces questions avec la Guadeloupe et la Guyane. Et c'est en cherchant des partenaires sur ce projet que j'ai rencontré Richard Raymond et Clémence Elmira ici présents, qui font un travail très intéressant en Guadeloupe, enfin, entre autres, sur ces questions d'alimentation et comment les conduites d'alimentation aussi peuvent être marquées par cet héritage de l'esclavage. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement cette comparaison Guadeloupe-Brésil que j'ai pu mener sur les incidences de l'héritage de l'esclavage sur les conduites actuelles au travail. Mais d'abord, il faut quand même que je vous dise un peu le point de vue à partir duquel j'entreprends cette recherche, parce que ça peut sembler bizarre, effectivement, qu'une femme blanche, européenne, comme moi, s'intéresse à ces questions. Donc je tiens à préciser que je sais d'où je parle et je sais aussi à quel point je suis privilégiée dans cette position. Et je dois dire aussi que je ressens de la honte et de la culpabilité vis-à-vis de ce que le peuple européen a infligé au peuple vivant sur les territoires qu'il a colonisés. Je ne suis pas afro-descendante, mais je suis issue d'une famille très pauvre, surtout du côté de mon père. Et je me suis construite en tant qu'adulte en Guadeloupe. Je dois beaucoup aux Guadeloupéens pour la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et ma fille unique est afro-descendante, elle. Et à travers elle, j'ai donc pu faire l'expérience, bien qu'indirectement, du racisme systémique qui existe dans nos sociétés post-esclavagistes. Et c'est tout ça qui m'a guidée dans mes recherches que je mène depuis 30 ans,
qui, quelque part, hein, pour résumer, j'ai cherché beaucoup à résumer ce que je faisais à l'occasion de la journée de l'ambassade de France. Là, je dirais que j'essaye de permettre aux personnes opprimées dans ces sociétés de décrire et comprendre leur expérience subjective liée au travail pour que ces connaissances puissent être prises en compte dans les milieux académiques et politiques. Et pour mener à bien cette recherche comparative, France-Brésil, hein, j'ai mis au point une méthode que j'ai qualifiée d'historico-clinique. Je vais en dire quelques mots juste pour que vous compreniez un peu comment j'ai procédé. Elle se déroule en 3 phases. Tout d'abord, des investigations collectives de type clinique sur une problématique de travail avec des travailleurs pauvres qui se trouvent être le plus souvent des afrodescendants, donc ces sociétés post-esclavagistes. Ensuite, parallèlement, je mène une étude documentaire sur les pratiques de travail sur le terrain étudié, depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Et enfin, une étude sous la forme d'entretien individuel de type clinique avec les participants de la première phase qui sont volontaires pour cela. C'est toujours avec des volontaires, hein, également au niveau collectif. Bon, je ne pourrais pas en si peu de temps revenir sur tous les résultats de cette recherche. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les consulter, ils sont à libre accès sur la plateforme HAL, dans mon mémoire de HDR qui s'appelle « Aux frontières du travail ». Je présenterai donc aujourd'hui uniquement ce que je considère comme le plus intéressant et important peut-être. La première chose qu'il faut préciser tout de suite, mais ce n'est pas une découverte de cette recherche, hein, c'est que selon moi l'héritage le plus concret de l'esclavage transatlantique dans nos sociétés, c'est l'existence d'une hiérarchie sociale liée à la couleur de peau. Et à partir de mes recherches, j'ai pu me rendre compte que celle-ci se reflétait souvent dans tout un système de préférences qui s'instaure dans les familles élargies entre les enfants. Ces préférences constitueraient pour les enfants des messages énigmatiques, au sens qu'en donne Jean Laplanche à cette expression. Et si ces messages énigmatiques ne sont pas traduits par les enfants, ils viendraient contribuer à la constitution de leur inconscient. Pour faire face à ce système de préférence, les enfants élaboreraient des stratégies qui iraient de la réponse la plus parfaite possible aux expectatives des adultes, pour être le préféré, au prix d'un renoncement à ses propres désirs, donc ça c'est un des pôles, hein, jusqu'à l'autre pôle, une totale rébellion vis-à-vis des adultes, afin de donner un sens à l'injustice subie. Comme ça, ils sauraient pourquoi ils se sentaient ainsi rejetés par les adultes. Dans ces conditions, il y aurait de fortes chances que ces enfants, devenus adultes, reproduisent ces stratégies mises en place pour faire face à la domination dans la société et dans le travail en particulier. Et cela aurait donc une incidence sur leur conduite et leur rapport subjectif au travail. C'est ainsi, selon moi, que l'héritage de l'esclavage transatlantique aurait une incidence sur les conduites et le rapport subjectif au travail aujourd'hui. Durant l'esclavage, le désir de liberté des personnes esclavagisées a été utilisé par les propriétaires pour obtenir d'elles le minimum d'engagement subjectif dans le travail, indispensable au fonctionnement de leurs plantations, de leurs usines, de leurs commerces et de leurs maisons. Donc ça c'est quand même aussi quelque chose d'important, hein. Il y a eu une violence horrible pendant toute cette période, hein, envers les personnes esclavagisées, mais la violence ne suffisait pas, hein. Il fallait quand même que les gens s'engagent un petit peu dans le travail pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Et donc, ce que j'ai pu découvrir au travers de mes recherches, c'est que c'est le désir de liberté des personnes esclavagisées qui a été utilisé à cette fin. Autre chose que j'ai découvert aussi, c'est que le travail a joué un rôle déterminant pour aider les personnes esclavagisées à fuir de leurs conditions d'esclaves, ce qui quand même est assez paradoxal. Par exemple, en espérant obtenir leur affranchissement pour bons et loyaux services, surtout au Brésil, où ce type d'affranchissement était beaucoup plus fréquent qu'en Guadeloupe, ou encore pour constituer un pécule visant à racheter sa liberté au travers de l'exploitation de son jardin ou d'un talent quelconque dans les villes, ou encore dans les territoires quilombolas, pour survivre, isolés, cachés dans les grands espaces naturels encore vierges à l'époque,
qui étaient si nombreux au Brésil. C'est vrai encore aujourd'hui. C'est vraiment un énorme mensonge de prétendre que les afro-descendants dans les sociétés post-esclavagistes sont des feignants, qui n'aiment pas le travail. Tous les participants à mes recherches en Guadeloupe comme au Brésil travaillaient énormément au contraire. Ils cumulaient un travail salarié, un travail pour soi, indépendant, la culture, l'élevage, la construction des maisons, en Guadeloupe en particulier. Tandis qu'ils travaillaient souvent dans plusieurs emplois en même temps également et étudiaient parallèlement depuis le plus jeune âge au Brésil. En conclusion, je vais aller très vite, je ne sais pas si j'ai le temps, quelqu'un regarde le temps, hein, parce que j'aurais pu aussi vous parler des stratégies collectives de défense qui font partie du rapport subjectif au travail, mais si vous voulez, vous me poserez des questions après et j'y reviendrai après. Donc, je vais conclure pour laisser la parole à mes collègues, je ne voudrais pas monopoliser, déjà que je serai aussi présente à la deuxième table. Donc, en conclusion, après avoir étudié ainsi les incidences de l'héritage de l'esclavage transatlantique sur les conduites actuelles au travail des salariés pauvres, j'ai été intriguée par les caractéristiques du rapport subjectif au travail dans les communautés Quilombola qui avaient fui l'esclavage alors que celui-ci n'avait pas encore été aboli. C'est grâce à mon collègue Paulo Pena, ici présent, que j'ai pu étudier cet aspect. Je lui passe maintenant la parole. D'abord, je voudrais remercier infiniment Valérie Ganem pour cette honorable invitation aux organisateurs de cet événement. Et la réflexion, c'est sur la pratique, diffusion et transmission du savoir-faire traditionnel et santé pour des communautés de pêcheurs quilombolas de la baie de tous les sens. S'il vous plaît, m'aider ici. Le texte, après mon action, excusez-moi, comme ça vous pouvez suivre. Nous menons depuis une vingtaine d'années des recherches sur la santé, les conditions de vie et de travail auprès des communautés de pêcheurs artisanaux et quilombolas à Bahia, y compris des études dans environ 11 États du Brésil. Les personnes qui pratiquent la pêche artisanale au Brésil vivent dans des communautés traditionnelles et ont une importance significative. Elles constituent une grande catégorie avec 1 440 000 individus qui pratiquent cette activité selon les données officielles. Au Brésil, de nombreuses communautés de pêcheurs artisanaux sont en même temps des communautés quilombolas. Ce terme quilombo, au mocambo, désigne des groupes d'esclaves qui ont fui, qui ont conquis des territoires où ils ont vécu libérés de l'esclavage, dans les lieux d'accès difficiles, dans les collines, des grottes ou dans les immensités des forêts. Les quilombos ont émergé et sont étendus pendant environ 4 siècles. De cette façon, des milliers de territoires ont été conquis avec la formation des quilombos dans l'immensité continentale du Brésil, où ils ont construit des sociétés alternatives libérées de la violence de l'esclavage. 138 ans après l'abolition de l'esclavage, aujourd'hui 13 mai, c'est la date, un nombre important de ces territoires quilombolas persiste, constituant un univers de 8 441 communautés et d'environ 1,3 million de personnes descendantes de ces communautés. Ils ont ainsi préservé des valeurs, des traditions et des modes de vie
des systèmes de production durables, c'est très important, et autonomes, extrêmement riches en connaissances et pratiques traditionnelles répandues dans tous les pays. Cependant, l'abolition de l'esclavage n'était pas associée à des politiques publiques de réparation pour les travailleurs et les membres de leur famille après de longues années de vie en captivité. L'héritage de l'esclavage a persisté avec la marginalisation et la violence raciale sous ces diverses formes: racisme structurel, systémique, environnemental, comportamental, institutionnel, épistémologique. En conséquence, un processus de vulnérabilité économique, sociale et culturelle s'est mis en place avec de graves répercussions sur la santé de ces communautés, telles que les maladies endémiques et parasitaires et les maladies négligées. Ces conditions fragilisaient la viabilité du mode de vie quilombola, conduisant principalement les jeunes à abandonner les traditions et à migrer des territoires à la recherche d'une vie meilleure dans d'autres réalités. Dans ce contexte, nos études ont montré l'existence d'une grave situation de morbidité liée aux conditions de travail des pêcheurs artisanaux et des quilombolas, comme la forte prévalence des maladies professionnelles et des accidents, environ 60 types de maladies liées au travail, parmi lesquelles les troubles musculo-squelétiques. Ces maladies sont profondément liées à l'organisation du travail, à la façon dont les techniques sont utilisées et évoluent de manière chronique et invalidante, entraînant de graves conséquences sur la santé physique et mentale des pêcheurs artisanaux. Malgré ce profil épidémiologique des maladies professionnelles et des accidents, l'évolution et de la gravité des maladies telles que les troubles musculo-squelétiques a montré une évolution relativement lente et modérée par rapport aux travailleurs d'autres catégories atteintes de ces maladies, tels que les employés des banques, les télévendeurs, entre autres. En 2018, ces données ont attiré l'attention de l'enseignante et chercheuse Valérie Ganem de l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui a émis l'hypothèse de l'existence de stratégies de protection de la santé spécifiques aux formes d'organisation du travail et aux rapports subjectifs à ces derniers existant dans ces communautés de pêcheurs quilombolas encore inconnues du monde académique, qui pourrait expliquer cette évolution bénigne. Pour ce faire, Valérie Ganem, comme elle a dit, a porté son expérience de ses études sur les incidences de l'héritage de l'esclavage transatlantique mené en Guadeloupe et au Brésil. Depuis lors, nous étudions ensemble les caractères thérapeutiques inscrits dans les communautés et les pratiques traditionnelles des communautés de pêcheurs artisanaux et quilombolas de Bahia. La méthodologie de cette recherche a été basée sur une co-analyse avec les concernés et les leaders communautaires. Ils peuvent donc être considérés comme des recherches-actions. L'étude a été menée dans 13 communautés quilombolas dans 2 municipalités de Bahia. La mise en œuvre de cette méthode de la psychodynamique du travail a impliqué 2 groupes de pêcheurs artisanaux et 2 groupes des agents de santé communautaire travaillant dans ces 2 municipalités au cours de la période de 2021 à 2025. Notre équipe, la carte, la carte où l'État de Bahia et la sede de Toleção
Ça, c'est la Monteuse. Oui. Très joli, très beau. D'accord. Où sont les communautés quilombolas? Et après, l'équipe du projet, Valérie, professeur Liliane Dupécou et moi, et d'autres chercheurs, nous prenons ci-dessus les principaux résultats de cette recherche auprès des pêcheurs de fruits de mer, marisqueiros, quilombolas et des agents de santé communautaire travaillant dans ces territoires. Le point de départ, selon la perspective méthodologique de la psychodynamique du travail, a été la formulation du thème de réflexion amené conjointement entre les chercheurs et les pêcheurs quilombolas. Dès le premier instant, la question du savoir-faire traditionnel s'est imposée dans les textes menés de la demande, le rôle de la conservation des connaissances et des pratiques ancestrales pour maintenir la santé mentale de la communauté et préserver l'environnement face à la violence du mode de développement imposé et lorsque la lutte ne donne pas les résultats et, au contraire, est criminalisée. Au début de la première séance réalisée avec les groupes de la première commune, un inventaire de ce que les participants considéraient comme des savoirs, des pratiques ancestrales a été fait. Ainsi, nous nous sommes rendus compte que ces connaissances et ces pratiques ne concernaient pas seulement les activités liées à la pêche et l'agriculture, mais aussi à des manifestations culturelles telles que la course de canoë, les negros fugidos, les parties mandou, festa do mandu, les maculelê, ainsi que la capoeira, toujours présente dans ces événements. Lorsque les chercheurs ont demandé des explications supplémentaires sur la relation entre ces manifestations culturelles de la santé mentale, la réponse d'abord a été qu'ils avaient retiré les enfants de la drogue. Pour ils ont déclaré que le samba, en particulier, guérissait l'âme, était une thérapie pour l'esprit. Selon les participants, lorsque ces manifestations culturelles on oublie tout, c'est juste la joie qui prédomine. Selon les participants, ces manifestations permettraient également la diffusion de l'histoire du quilombo et ce qui arrivait aux personnes esclavagisées. Parmi tous ces propos positifs sur les manifestations culturelles, les participants ont conclu qu'à travers elles s'y sentaient représentées. Voyons quelques-uns des éléments analysés dans la recherche qui illustrent les liens entre les savoir-faire traditionnels et la santé mentale et physique. Première, l'idée que la pêche et l'agriculture constituent une thérapie est apparue dès la première des manières suivantes dans les rapports. Plusieurs participants ont parlé de façon dont ces activités guérissent des maladies mentales, comme la dépression d'un frère, d'une participante qui avait une dépression nerveuse aurait vu son état de santé s'améliorer en s'occupant de son jardin vivrier. Le plus marquant était le discours d'une participante qui a raconté comment, après être devenue tétraplégique, elle a été sauvée par le travail et en particulier par les activités d'articulation des 6 territoires quilombolas de la région. Pour les participants, autant la pêche, l'artisanat que l'agriculture vivrière avaient des vertus thérapeutiques, car dans ces communautés, il y avait liberté de choix entre les différentes activités. Or, on peut caractériser ces travaux, pêche, agriculture, artisanat, comme faisant partie des savoir-faire traditionnels des quilombolas,
puisqu'elles ont été pratiquées depuis leur origine pour assurer la survie et la liberté des membres de la communauté. Deuxième, on peut voir que les deux groupes de pêcheurs, marisqueiros et quilombolas, ont rapporté que la conservation et transmission réelle des savoirs traditionnels était une manière de prendre soin de leur santé mentale et physique, tout en préservant l'environnement. Dans les rapports de l'un groupe, il est en effet indiqué clairement que lutter pour la préservation de l'environnement, sans lequel le travail de la pêche traditionnelle et de la cueillette de coquillages est impossible, est réellement lié à la préservation et à la construction de la santé mentale des pêcheurs et des marisqueiras, extrait du rapport par Santa Marta. Les participants ont insisté sur les liens étroits qui unissaient leur santé mentale et la préservation de leur environnement, les liens étroits qui unissaient leur santé mentale et la préservation de l'environnement. Elles nous ont en effet expliqué à quel point la pollution de l'environnement avait pour conséquence la réduction des revenus de la pêche qui elle-même risquait d'entraîner la disparition des savoir-faire traditionnels quilombolas. Si utile à la santé mentale, nous le disions. Le groupe s'est rendu compte qu'il y avait un lien étroit entre la conservation des connaissances et des pratiques de la pêche artisanale et la conservation de l'environnement, et qu'il était nécessaire de se battre pour l'environnement afin de pouvoir continuer à pêcher et préserver la santé mentale. Notons maintenant que cette conception préservationniste de l'environnement et de la protection de la santé mentale résulte d'un savoir séculaire et prend une importance stratégique face à la gravité de la crise environnementale et de la biodiversité aujourd'hui, comme Ghanem et autres ont également montré dans une étude précédente. Alors, les agents communautaires de santé, travaillant dans les communautés quilombolas, ont souligné la gravité de la situation générale de la santé mentale dans les zones rurales. Ils ont signalé l'augmentation des suicides très significative de la consommation d'alcool et d'autres drogues. Face à cette évolution préoccupante, les agents communautaires de santé témoignaient que la meilleure option était d'encourager des projets collectifs valorisant les connaissances et les pratiques traditionnelles rurales en général et quilombolas en particulier. En affirmant cela, il ne déniait pas l'intérêt de la modernité, mais souhaitait défendre un modèle de développement lié à la réalité locale et qui dialogue et valorise les savoirs ancestraux. Une des communautés dont il s'occupait avait, par exemple, créé une page Instagram pour laquelle elle faisait la promotion des produits de l'agriculture et de la pêche transformés par les soins. L'idée que les actes souhaitent défendre, c'était que la préservation et la transmission de les savoir-faire traditionnels était une source de santé mentale pour les communautés quilombolas. Ils ont illustré comme suite la transmission de la culture, des manifestations culturelles, du travail et de la façon de travailler collectivement, fait la différence chez les communautés quilombolas. Ces personnes esclavagisées qui ont fui ont réussi à avoir un territoire où ils pouvaient vivre librement. Et il est important de transmettre ces connaissances aux gens
pour qu'ils s'en souviennent et connaissent les racines. En fin de compte, être un quilombola, c'était être fier de ses racines et savoir que l'on connaît un mode de vie susceptible de pouvoir survivre en toutes circonstances. Ils n'ont pas besoin d'être sur le territoire quilombola pour cela, mais psychiquement, cela fait toute la différence. Au contraire, les actes constataient que la dévalorisation, l'abandon ou la diminution des pratiques des savoir-faire traditionnels dues à l'activité des industries étaient susceptibles de constituer une menace pour l'identité quilombola et une source de maladie mentale pour les communautés concernées, comme l'ont été évoqué la recherche sur l'impact de la dépossession des terres par les premiers peuples. Dans un contexte plus large, dans les communautés quilombolas, selon les exemples rapportés par les pêcheurs, la pratique de manifestations culturelles en général, de la samba en particulier, maintiendrait l'identité quilombola et éloignerait les jeunes de la drogue et guérisserait l'âme. Ainsi, nous pouvons défendre l'idée que l'appartenance à la communauté quilombola, le fait d'être quilombola, fait partie de l'identité de ces personnes qui, rappelons-le, constituent l'esprit dorsal de la santé mentale. Si on admet cette idée, alors on comprend que pratiquer, valoriser, diffuser les savoir-faire quilombola donnerait l'opportunité aux membres de ces communautés de se prouver et de prouver aux autres cette appartenance si structurante pour leur identité et donc leur santé. En conclusion, à partir des études de l'ensemble, à partir des résultats de l'ensemble des études réalisées, grâce à une approche interdisciplinaire mêlant la psychodynamique du travail, l'ergonomie, la médecine du travail, il est possible de proposer une description du processus psychique qui explique les bienfaits de la pratique, de la transmission et de la valorisation des savoir-faire traditionnels quilombola. Par conséquent, les pratiques thérapeutiques existantes dans ces communautés ne se limitent pas à l'utilisation de médecine traditionnelle à base de plantes médicinales, comme on peut les voir dans la littérature scientifique, mais impliquent également d'autres stratégies incluses dans les modes de vie, dans l'organisation du travail et dans la maîtrise et l'application des connaissances et des pratiques traditionnelles. Ces résultats ont permis d'ouvrir une nouvelle perspective sur la dimension thérapeutique inscrite dans les connaissances et les pratiques traditionnelles. Il s'agit d'une nouvelle contribution qui doit être prise en compte dans les politiques publiques et en particulier pour celles qui concernent la santé mentale. Ainsi, espérons-nous avoir montré clairement les lieux indéfectibles qui unit la préservation des savoir-faire traditionnels quilombola, la préservation de l'environnement et la préservation de leur santé. Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup Valérie pour cette invitation. Merci pour participer à cette journée d'échange qui, en définitive, nous a fait faire un pas de côté dans nos travaux et ce pas de côté a ouvert des pistes de réflexion extrêmement intéressantes. Clémence Elmira, à ma gauche, qui est biologiste de formation.
biologiste de formation et qui s'inscrit aujourd'hui dans une thèse d'anthropologie au sens très large et qui va s'intéresser ou qui s'intéresse à la santé et à l'alimentation. Et pour ma part, je suis Richard Raymond, je suis agronome de formation et je pratique les sciences humaines et sociales maintenant depuis un certain temps, donc j'ai dévié dans mon cursus scientifique. Nous allons parler au nom d'une petite équipe qui est composée de 7 personnes, toutes hébergées au laboratoire éco-anthropologie. Le laboratoire éco-anthropologie est un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle qui s'intéresse à l'évolution de l'espèce Homo, de l'espèce sapiens, genre Homo, en particulier en interaction avec son environnement. Voilà, et notre équipe participe à un programme du CNRS qui s'appelle les Observatoires Homme-Milieu, donc qui s'intéresse à l'évolution d'une situation complexe à partir d'un fait structurant qui vient perturber les trajectoires de ces écosystèmes. Et nous travaillons essentiellement en Guadeloupe à partir du développement portuaire, mais nous y reviendrons peut-être un petit peu plus tard. Donc, nous travaillons sur l'alimentation. Alors pourquoi nous avons choisi l'alimentation? Eh bien parce qu'au-delà de la réponse à des besoins physiologiques, importants évidemment pour la vie et la survie de chaque individu, au-delà de cet aspect nutritionnel, l'alimentation apparaît comme un nexus, un nœud, qui lie en définitive tout un ensemble de dimensions qui concerne à la fois la manière de se procurer son alimentation, la prélever dans son environnement ou la cultiver, la pêcher, la chasser, qui lie les sociétés ou les groupes sociaux avec leur territoire, avec la santé collective ou individuelle, et qui concerne aussi les cultures au double sens, c'est-à-dire les cultures de l'agriculture, mais aussi les cultures au sens plus anthropologique, c'est-à-dire les valeurs, les héritages, etc. Et c'est probablement dans cette dimension que nous avons travaillé. C'est aussi une pratique quotidienne, et parce que c'est une pratique quotidienne, elle rend compte de relations avec le monde ordinaire, et ça, c'est quelque chose qui nous importait pour échapper un petit peu à la success story qu'on peut parfois rencontrer sur les relations à l'environnement qui se nouent ou qui se dénouent entre certains groupes sociaux et des environnements plus emblématiques. L'alimentation, il y a probablement 3 entrées dans cette alimentation. Une entrée nutrition et santé, où on s'intéresse à la manière dont ce que les gens mangent, la manière de se les procurer et comment ça impacte sur leur santé. Une autre manière d'aborder l'alimentation, c'est de l'aborder sous l'angle du système alimentaire, avec une vision plutôt socio-technique, où on a tout un ensemble de dispositifs qui s'articulent dans un système complexe, parfois aspatialisé, parfois spatialisé. Et puis une troisième entrée qui est davantage sur les pratiques alimentaires et qui va convoquer tout un ensemble de dimensions plus anthropologiques telles que les valeurs, les imaginaires, les représentations, et c'est probablement dans cette entrée-là que nous sommes, à laquelle nous nous sommes intéressés. Alors évidemment, si on cherche, on trouve, et il y a probablement des héritages et de la colonisation, et du système de plantation, et de la libération 1848, la fin de l'esclavage, en tout cas la fin officielle de l'esclavage, et des conséquences de la départementalisation sur chacune de ces dimensions de l'alimentation. Néanmoins, ce qui nous a intéressés pour participer à cette journée d'échange, c'est de travailler essentiellement sur les choix alimentaires des populations guadeloupéennes. Bonjour à toutes, merci pour la présentation, Richard. Du coup, pour peut-être revenir un peu rapidement sur la situation en Guadeloupe, aussi pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément le territoire. Quand on parlait justement de cette question des héritages, la première chose qu'on peut dire, c'est justement que
le système agricole et alimentaire de la Guadeloupe contemporaine est hérité d'une mondialisation au sens d'une fluidification, généralisation des échanges qui est pluriséculaire, qui commence, disons, au XVIIe siècle, puisque la Guadeloupe était une des îles à sucre, donc dans laquelle la production de canne à sucre a été développée par la France qui a colonisé le territoire. Et donc aujourd'hui, on voit encore les marques de ce système tourné vers l'export, puisque la production agricole de la Guadeloupe est toujours beaucoup tournée vers les cultures de rente qui sont exportées, qui représentent 38% de la surface agricole utile, plus de 50% des exploitations, et qui captent aussi environ 90% des aides et des subventions qui sont allouées à l'agriculture, notamment par des dispositifs européens qui sont spécifiques, qui ne sont pas les aides de PAC classiques. Et en miroir de ça, l'alimentation en Guadeloupe, elle est très dépendante des importations, puisque les estimations en 2021, c'était que entre 75 et 80% de l'alimentation consommée en Guadeloupe était importée. Et elle est aussi beaucoup plus chère qu'en Hexagone, donc avec en moyenne 42% plus cher en 2022. Et dans cette alimentation, par ailleurs, on voit aussi que l'alimentation créole, donc l'alimentation qui est considérée par les Guadeloupéens et Guadeloupéennes comme l'alimentation traditionnelle, disons l'identité culinaire guadeloupéenne, elle laisse une large place aux céréales sèches, aux légumineuses sèches qui ne sont pas produites sur place. Il y a très peu de céréales en fait, quasiment pas qui sont produites sur place. Et également aux salaisons, les salaisons qu'on pourrait dire qui descendent directement aussi des salaisons qui pouvaient être distribuées par les aux esclaves sur les plantations. Donc on pense à la morue, mais il y a aussi pas mal de salaisons de porc qui sont encore très utilisées dans les plats considérés comme emblématiques. Et puis pour terminer un peu ce panorama, si je peux passer. Comme on disait, l'alimentation elle est aussi liée à des enjeux de santé et ces dernières années, il y a eu plusieurs enquêtes épidémiologiques en Guadeloupe qui montrent qu'il y a une prévalence importante du surpoids et de l'obésité. Donc on était à plus de la moitié des habitants en 2013 et c'est des chiffres qui ne se sont pas améliorés. Il y a une étude plus récente mais qui est moins détaillée de 2024 qui a à peu près les mêmes chiffres. Et du côté du diabète, on a aussi aujourd'hui environ 12% des personnes atteintes de diabète, 10 mois diagnostiquées. Donc c'est une forte prévalence de maladies contre l'alimentation, qui sont aussi des enjeux de santé importants. Et donc, oui, tu peux passer par là. Donc cette situation elle est l'objet de tensions et de revendications, et notamment donc, la question de l'alimentation et de la vie chère qui est un enjeu politique assez fort. Dans les années 2010, il y avait eu un très gros mouvement de grève en Guadeloupe, c'est appelé de l'AKB, qui avait immobilisé le port pendant 44 jours, les pendant 44 jours, qui est très vif dans la mémoire des Guadeloupéens de Guadeloupe quand on en parle avec eux. Et plus récemment, peut-être que vous avez entendu parler en 2024 des mouvements qui ont éclaté en Martinique contre la vie chère également, qui ont abouti à la désobéissance des occupations. Donc c'est une thématique qui est récurrente, en tout cas sur la période là qui était présentée, qui est aussi à mettre en regard avec des produits d'import qui sont parfois extrêmement peu chers. Donc là on a pris l'exemple des pilons de poulet, où on peut trouver effectivement de la viande congelée qui est très très peu chère au kilo, avec des origines, des conditions d'élevage et des origines qui ne sont pas forcément toujours connues, très transparentes. Il y a une notion du produit de dégagement qui a été proposée, donc l'idée que
Donc, comme les produits viennent essentiellement, très majoritairement de l'Hexagone, parce que la Guadeloupe fait partie de l'Europe, c'est une région ultra-périphérique européenne, il y a parfois entre guillemets une tentation des grossistes et des distributeurs à proposer des produits d'appel qui sont très peu chers pour se distinguer et attirer les consommateurs. Et ça, c'est aussi permis par la conteneurisation des échanges qui s'est faite progressivement dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui permet de maintenir la chaîne du froid, même s'il y a aussi des réserves sur la capacité, notamment sur place, vu les conditions, pour garantir toujours cette chaîne du froid. Et donc, face à ces enjeux-là, il y a également sur place des initiatives qui visent à promouvoir en fait la consommation locale et le retour à une plus grosse production, plus forte consommation locale. Ça passe par des alternatives de commercialisation. C'est ce qu'on a voulu montrer notamment avec les marchés de bord de route, qui sont néanmoins à discuter parce que la provenance des produits n'est pas toujours extrêmement claire dans ces espaces. Aussi par des tentatives, donc c'est plutôt sur la donc sur l'image de ce thème-là, en fait, c'est un label qui a été créé et qui vise à promouvoir justement des fruits et légumes qui ont été produits sur place et qui ont une traçabilité, à la fois par rapport à leur origine territoriale, mais aussi par rapport à la production, puisque vous avez peut-être entendu parler du scandale de la contamination au chlordécone des terres en Martinique et en Guadeloupe. Et donc sur ces questions de consommation locale, bien sûr que la problématique de la pollution est un enjeu très important. Et puis il y a aussi des initiatives qui visent à promouvoir à la fois des pratiques agricoles comme l'agroécologie plus vertueuse et aussi moins dépendantes des engrais intrants qui viennent de l'extérieur. Et peut-être plus végétale, mais plus végétale en gardant à l'esprit que manger végétal ne signifie pas forcément toujours manger sur le territoire. Donc il y a une articulation qui est faite entre l'alimentation végétale et l'alimentation locale. Et donc toutes ces initiatives-là, elles ont très souvent un discours qui vise aussi à soutenir l'idée d'une souveraineté alimentaire en Guadeloupe. Donc il y a vraiment, on a identifié un certain nombre d'héritage de leur fonctionnement et aussi de réaction à ce fonctionnement. Donc, en regard de ce que vient d'exposer Clémence, c'est-à-dire ce foisonnement d'initiatives qui visent à réancrer la souveraineté alimentaire dans l'archipel guadeloupéen, d'une part, la prégnance des enjeux associés à cette souveraineté alimentaire, ou cette relocalisation, ou cette volonté d'émancipation par rapport à une dépendance du territoire hexagonal, d'autre part, et la puissance des mouvements politiques qui ébranlent de temps en temps l'archipel guadeloupéen, 44 jours de grève quand même, l'archipel entièrement bloqué en 2009, c'est pas rien, c'est extrêmement important au XXIe siècle. Eh bien, l'ensemble de ces faits laisserait à penser à une lancée vers la souveraineté alimentaire. Et pourtant, nous menons un ensemble de travaux portant sur l'alimentation et ces travaux laissent voir des observations qui prennent un caractère paradoxal. Alors, ces travaux sont menés essentiellement pour travailler sur l'influence du développement du grand port maritime guadeloupéen sur le territoire et on aborde cette influence par le truchement de l'alimentation, c'est pour ça qu'on en est venu à travailler sur l'alimentation. Nous avons mené un ensemble d'enquêtes à partir d'un protocole très standardisé qui s'appelle le retour 24 heures. Ça consiste tout simplement à demander aux gens qu'est-ce que vous avez mangé hier, en repassant plusieurs fois le fil de la journée pour ne pas oublier des aliments. Et donc nous avons interrogé 260 personnes
Ça fait un certain nombre d'aliments, ça fait plus de quelques aliments référencés. Et nous avons regardé s'il y avait des profils alimentaires qui émergeaient de cette diète consommée la veille. Et ce qu'on montre, ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, on retrouve des résultats qui avaient déjà été mis en évidence, en particulier dans la thèse de Zoé Colombet, qui avait montré que le profil alimentaire guadeloupéen se distingue, grosso modo, en 4 profils, en 4 types. Un type créole, un type ultramoderne, un type plutôt en accord avec les recommandations de la santé alimentaire, et puis un type qu'elle avait appelé en transition et que nous avons plutôt appelé un type diversifié. La diversification de l'alimentation est quelque chose d'extrêmement important pour les populations guadeloupéennes. C'est une revendication très forte. Un exemple, beaucoup de Guadeloupéens revendiquent le droit de manger du fromage. La production laitière sous les tropiques est très faible, la production laitière en Guadeloupe est quasi inexistante, la transformation de fromage sous les tropiques est extrêmement compliquée, et pourtant, la consommation de fromage est un aspect extrêmement important, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc 4 types d'alimentation, et ce qui est intéressant, c'est une idée de Michel Ratinski, d'avoir incorporé dans cette analyse multivariée l'origine des produits et aussi leur degré de transformation. Et ces 4 types qui étaient présentés par Zoé Colombet sous la forme d'un triangle avec ce profil intermédiaire au milieu, eh bien, nous s'organisons vraiment autour d'un axe qui va de l'alimentation à consonance plutôt créole jusqu'à une alimentation moderne, c'est-à-dire riche en produits carnés, en produits voire en viande ultra transformée et en produits ultra transformés autres que la viande, achetés essentiellement en grande surface. Passons. En creux, par rapport à cette prégnance de la modernisation de l'alimentation, de la prégnance des industries agroalimentaires et de la conteneurisation des échanges, apparaît un terme dans un ensemble d'enquêtes qui a été menée parallèlement à ces retours 24 heures, donc des enquêtes extrêmement classiques sous la forme d'entretien. Nous avons interrogé 67 personnes et dans ces 67 personnes, la très grande majorité, 90%, à peu près 90%, évoquent le local comme un signe de bien manger ou d'une bonne alimentation. Ce local s'oppose de manière quasi unanime aux importations et aux dépendances. Aux dépendances vis-à-vis de la modernité, mais aussi beaucoup vis-à-vis de l'Hexagone et des importations. En revanche, lorsqu'on interroge les personnes à propos de ce qu'est le bien manger, puisque c'était une des questions clés que l'on distribuait dans d'autres territoires, mais ça, on en parlera peut-être après, la propension d'évoquer le local tombe à 40%. Donc on est à 90% pour dire comment qualifiez-vous votre alimentation, qu'est-ce qui vous importe dans votre alimentation, et puis quand on pose la question mais est-ce que ça participe au bien manger, eh bien on tombe à 40%, de manière unanime, de manière non équivoque, c'est-à-dire le local égale bien manger de manière univoque. Les raisons mobilisées pour associer ce local et ce bien manger se font probablement sur 2 pôles. Le premier pôle est un pôle individu centré. Bien manger local, c'est bon pour la santé, et ce, malgré le scandale de chlordécone. C'est aussi bon au goût. Et puis, il y a d'autres raisons qui promeuvent le manger local, qui sont plutôt territoire centrés ou groupe centrés, qui sont basés sur la confiance. Manger local, c'est revendiquer une confiance, et en particulier une confiance vis-à-vis du dernier maillon de la chaîne d'échange de produits alimentaires, c'est-à-dire du vendeur ou de l'endroit où on se procure l'alimentation. Manger local, c'est important pour faire perdurer la culture locale, la culture créole en particulier. Et ce, on le verra un petit peu plus tard, malgré une dialectique entre ce qui est local et ce qui est créole.
C'est bon pour l'économie, le soutien à l'économie locale. Et enfin, ce serait bon pour l'environnement, puisque manger local, ça permet de cultiver local, ça permet éventuellement de réduire le coût du transport, je veux dire le coût environnemental du transport, et d'entretenir les paysages. Ainsi, on a un ensemble de verbatims, de citations qui, par exemple, ici, une citation extraite d'un entretien réalisé par Clémence, qui dit comme je dis, moi, je suis plus en général nourriture locale. Donc l'importance du local apparaît. Mais par rapport aux produits, on va dire local d'ici, qui sont touchés par le chlordécone, la qualité pour le corps, elle ne sera pas bonne. Donc il y a quand même cette dialectique, cette ambivalence systématique qui tourne autour du local. Ainsi, les caractéristiques qui sont associées à une alimentation locale mêlent tout un ensemble de dimensions. Nous avons choisi de les répartir en trois grandes dimensions. Une référence au spatial. Le spatial, le local, c'est ce qui sort du jardin, c'est aussi ce qui sort de l'île, c'est aussi ce qui sort de l'archipel, voire de l'arc-caribéen. Mais il y a toujours des mais évidemment, pour les Marie-Galantaises et Marie-Galantais, il vaut mieux manger Marie-Galantais que de manger Guadeloupéen, par exemple. Pour les Guadeloupéens, l'arc-en-ciel est important, mais il y a une différence forte entre les Haïtiens et les Dominicains, par exemple. Donc il y a tout un ensemble d'ambivalences qui se structurent autour de cette référence spatiale. De même, il y a une autre référence qui est la référence à la tradition. Manger local, c'est d'abord manger créole. Et dans ce manger créole, on met par exemple les acras de morue, qui sont fabriqués avec de la farine qui n'est pas produite en Guadeloupe, et de la morue qui n'est pas pêchée en Guadeloupe. Donc il y a là aussi une ambivalence, une dialectique entre le local, c'est ce qui est créole, mais en même temps, ce qui est créole mobilise un extra-local. Enfin, le local, c'est basé sur un système de confiance. Un système de confiance à la fois dans les normes de production, dans les normes de transformation, dans les normes de commercialisation. On sait qu'acheter là, ce sera un peu moins cher. On sait qu'acheter là, ça sera le juste prix. On sait qu'acheter là, on peut faire confiance aux revendeurs. Mais beaucoup de consommateurs et de consommatrices se désintéressent en définitive de l'origine définitive du produit. Les marchés de bord de route se procurent parfois leurs produits à d'Estréland, qui est un des grands centres commerciaux de l'archipel. Donc le local apparaît comme un levier difficile à mobiliser pour réguler la dépendance alimentaire et assurer la souveraineté alimentaire de l'archipel. Du coup, pour ouvrir un peu aussi peut-être les échanges, on a voulu en fait proposer des interprétations à partir de ces observations paradoxales qu'on a pu faire. Et une des propositions, c'est de se dire qu'en fait, les références au local se dissolvent dans un ensemble de considérations qui soutiennent un ensemble de tactiques au sens de Certeau, des consommateurs et consommatrices. Donc la notion de tactique de Certeau, elle est développée par rapport à la question, donc c'est dans la description des personnes au quotidien et de leurs pratiques d'action au quotidien. La notion de tactique, elle permet d'expliquer le comportement de personnes qui doivent en fait évoluer dans un contexte donné avec un certain nombre de cadres et de règles qui n'ont pas forcément été fixées par elles et eux. Et donc, par rapport à la question de l'organisation du système agroalimentaire aujourd'hui en Guadeloupe et les héritages dont on a pu parler au début, il y a cette idée d'un oligopole, d'un système aussi mondialisé qui obéit à un certain nombre de règles qui peuvent, entre guillemets, dépasser ou échapper à ces personnes. Et que au sein de cet espace-là, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont mis en place et de stratégies, comme le fait de privilégier plus ou moins le local, mais de devoir aussi, par exemple, faire attention à la question du prix, ou des éléments comme ça. Et donc, dans ce cadre-là, les choix alimentaires qu'on observe et qu'on nous raconte aussi semblent suivre un ensemble de valeurs et d'imaginaires
qui s'inscrivent toujours dans cette dialectique entre émancipation et reproduction, puisque la consommation importée, historiquement, c'est aussi la consommation d'abord du maître, mais ensuite des élites économiques qui ont les moyens de consommer la nourriture importée. Et donc la relation locale, par exemple, c'est une relation complexe parce qu'on a des éléments qui peuvent être très valorisés, mais aussi individuellement qui ne sont finalement pas forcément très appréciés. Je pense à certaines racines, certains légumes qui sont en fait valorisés dans le discours, mais dont on voit que les consommations ne sont pas forcément très importantes. Et quand on creuse, on se dit, moi soit j'en ai trop mangé, soit c'est la nourriture qu'on donne aux cochons, ou des références comme ça. Et donc, on se proposait notamment d'étudier cette dialectique émancipation-reproduction à partir des travaux de Franck Dorso, qui lui s'intéresse plutôt aux pratiques urbaines illégales dans les villes, mais qui explique qu'elles fonctionnent selon un système avec une première notion qui serait le fait de faire avec ou sans. Et dans le fait de faire avec, le fait de faire pour ou contre. Et donc ce qu'il explique, c'est que finalement pour ou contre, ça reste au même niveau, c'est-à-dire que c'est toujours en prise avec le fait de faire avec, donc en l'occurrence faire avec un système agricole et industriel, alors que le fait de faire sans, c'est le fait d'essayer d'échapper à ce cadre et à ces règles. Et donc ça nous semble aussi être un levier plus intéressant justement pour des questions locales. Et si je peux me permettre de rebondir rapidement, je trouve que c'est intéressant aussi par rapport au Kielongola, parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas ces espaces où des communautés descendantes d'esclaves ont pu évoluer et continuer à vivre libres, du fait de la taille du territoire et de l'histoire. Et donc, je trouve que c'est un peu un miroir par rapport à ce que vous avez pu présenter, où l'identité est très forte et très importante et on peut s'y rappeler. Alors que là, on a l'impression que du coup, il y a cette nécessité d'évoluer dans une structure qui est là et qui ne dépend pas que des descendants d'esclaves. Voilà, merci pour votre attention et plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Merci à vous. Il nous faut un peu une exclusivité, hein, parce que cette enquête n'a pas encore été publiée, je crois. Merci beaucoup. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est intéressant ce que vous disiez par rapport à la Guadeloupe, mais nous, dans notre on veut intégrer la Guadeloupe, parce que malgré tout, il y a des savoir-faire traditionnels de résistance, hein, après l'abolition de l'esclavage, dans les grands fonds de l'inventaire notamment, hein, et tout ce qui est agriculture vivrière par exemple, hein, c'est vraiment inspiré de ça. Et si on compare avec le samba, par exemple, on a le goka en Guadeloupe, hein, donc même si effectivement il n'y a pas de territoire quilombola en tant que tel, je pense que la Guadeloupe gagnerait beaucoup à reconnaître ça quand même, qui existe quelque part dans sa culture. Voilà, alors écoutez, on va vous laisser la parole, je pense, hein. Tu m'as beaucoup parlé. J'espère que ça a suscité votre intérêt et que vous aurez des questions à nous poser ou des commentaires à nous faire. Merci beaucoup, Antonio. Oui, c'est le directeur de la Maison du Brésil qui fait passer le micro. C'est vrai que je pense maintenant qu'on a oublié d'affecter cette tâche. Je ne sais pas si Sohan... Ah oui. Ça vous laisse le soir. Ah. Présentez-vous. Yoram Chouk, ex-enseignant à l'université. Oui, je me posais la question, j'étais très intéressé par rapport à l'alimentation et par rapport au degré d'obésité, diabète, etc. Et je me posais la question si ça avait été fait, je dirais plus largement, hein, de façon un petit peu internationale. Parce que je pense que les résultats seraient peut-être assez similaires, mais je ne sais pas s'il y a des travaux là-dessus. Oui. Vous voulez dire des enquêtes au niveau international sur les taux d'obésité
Oui, je pense que c'est... Enfin, Par rapport aux peuples autochtones, justement, dans différentes configurations coloniales ou ex-coloniales. Oui. Alors, j'ai pas connaissance précisément d'enquête. Je sais que les chiffres dont je vous parle sont issus d'un rapport qui compile les résultats à l'échelle de tous les départements et régions d'outre-mer français. Mais il me semble qu'effectivement, il y a des travaux aussi qui sont faits sur les Afro-Américains aux États-Unis qui comparent justement les prévalences d'obésité et de diabète entre les communautés afro-américaines et les communautés descendantes d'Européens. Oui, enfin, du coup, ça c'est la première chose qui m'est venue en tête. Par contre, je n'ai pas trop regardé sur le continent sud-américain, mais je pense que ça doit effectivement exister. Oui, donc effectivement, l'OMS fait des enquêtes régulièrement sur la malnutrition. Dans la malnutrition, il y a la sous-alimentation, il y a aussi la suralimentation et la malalimentation. Et on a une kyrielle de chiffres qui sont de plus en plus alarmants. La sous-alimentation perdure et la malnutrition explose au niveau mondial, et ce, dans différentes régions du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il y a des liens entre la malalimentation et les origines afrodescendantes ou les origines de peuples anciennement colonisés, esclavagés, libérés ou pseudo-libérés? Il y a probablement des travaux qui sont menés, mais pour le moment, d'abord, en France, on a une grosse difficulté, c'est que le peuple français est un et indivisible. Ça a probablement des inconvénients, ça a des avantages, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Donc voilà, est-ce qu'il faut remettre en cause ça? C'est un autre débat. Néanmoins, il y a tout un ensemble de travaux qui sont menés, en particulier par des généticiens, qui montrent qu'il y a des héritages génétiques dans les gènes de dégradation et de réaction, en particulier aux carbohydrates, à la nourriture riche en féculents. Et il y a certaines populations qui, dès qu'ils en mangent pof, deviennent obèses, et puis il y en a d'autres qui réagissent très bien à l'alimentation riche en carbohydrates. Ça serait intéressant, effectivement, d'aller fouiller dans l'histoire des généalogies individuelles de cette proportion. Alors, je n'ai pas connaissance de travaux faits dans ce registre-là en Guadeloupe ou dans les Antilles françaises. Moi, j'avais juste vu rapidement une étude qui s'intéressait aux facteurs génétiques chez des enfants qui étaient déjà obèses à des stades très avancés. Et qui montrait que, mais c'était un tout petit échantillon, et qui montrait que sur un grand nombre de l'échantillon, on pouvait retrouver des modifications génétiques qui étaient liées au métabolisme, aux capacités de stockage, etc. Mais c'était vraiment, ça appelait à plus d'enquêtes, mais ça n'a pas forcément été fait. Donc... Et ça peut être intéressant parce que cette diversité génétique, on la retrouve sur vous parliez des Afriques, on la retrouve effectivement sur le continent africain avec des populations africaines qui ne comportent pas le même patrimoine génétique et pas les mêmes réactions à l'alimentation, aux alimentations riches. Je voulais juste faire un commentaire parce que Paolo et Carmina ici présents, ça va leur dire quelque chose. On a eu comme ça des médecins dans des communautés quilombola dans lesquelles on a travaillé, qui se sont trouvés que c'était bien de conseiller aux quilombola d'arrêter la farine de manioc, par exemple, qui est quand même quelque chose d'hyper important dans leur alimentation. Et nous, on a pu montrer qu'en fait c'était une hérésie, c'était l'autre médecin blanc qui croit que c'est une bonne chose, alors qu'en fait ça a eu des effets désastreux sur la santé mentale de ces personnes. Ça les a déprimés complètement de ne plus pouvoir manger leur farine de manioc sous prétexte que c'était justement des carbohydrates, je ne sais pas comment, alors moi j'y connais rien. Et donc attention à tout ça, attention, moi ça me fait très peur aussi. Ces impacts dans les gènes et tout ça, il y a un déterminisme derrière tout ça qui est quand même très effrayant et qui va un peu à l'encontre
des pensées de l'émancipation qu'on pourrait espérer. Alors, moi personnellement, ça ne me fait pas peur. La génétique n'est pas déterministe, elle est juste contributrice. Mais au-delà de ça, Michel Rapinski a fait son travail de thèse, et c'est vraiment passionnant, sur la transformation du couac par les palicours. Ah bah oui. Et pour faire face à ces problèmes d'obésité, les palicours s'intéressent effectivement assez peu à la génétique, grosso modo sans royalement. Par contre, ils ont modifié l'itinéraire technique de transformation du couac pour faire du couac acide. Donc ils n'ont pas renoncé ni à la culture du manioc, ni à la transformation du manioc, ni à la consommation du manioc, alors que les médecins leur disent surtout, arrêtez le manioc. Eux, ils disent, ça va pas, c'est un aliment identitaire extrêmement important. En revanche, ils ont transformé leur itinéraire technique pour faire un couac qui est un couac plus acide et donc moins obésogène. Et ça, sans analyse chimique et sans analyse génétique. Ça, je me souviens, Michel m'avait parlé de ça. C'est grâce à Michel que je suis rentrée en contact avec vous d'ailleurs. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et dans notre projet là, de recherche France-Brésil, on voudrait favoriser ce type d'échange. C'est vraiment super intéressant. Alors, moi, j'ai une question sur le quilombola. Ça a l'air d'être une évidence comme ça, mais c'est quand même peu connu ici en France, en tout cas. Et moi, j'aimerais savoir comment ça se passe pour eux, au niveau systémique. au niveau quoi? Systémique, comment ça se passe? Quelle relation avec le politique au Brésil? Comment ça va la vie, quoi? Qui sont les quilombolas, si c'est des afro-descendants, pardon, juste, sont des afro-descendants, les quilombolas, qui c'est ou c'est quoi? Oui, de quel... dire, pas tout le monde connaît, c'est ça, dire voilà. Qui ils sont et comment ils vivent le rapport au politique au Brésil. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a une des dames avec lesquelles on travaille qui est devenue conseillère municipale de la ville de Salvador. Pour le politique, hein, ça commence très doucement, hein, mais ça commence quand même à un grand territoire, le plus grand territoire quilombola du Brésil, qui s'appelle le territoire Calunga. C'est un Calunga qui est maire de la ville la plus proche. Bon, après, la vie, c'est difficile. Hein, la pollution, il y a ce qu'ils appellent le racisme environnemental. Hein, c'est-à-dire que leurs territoires sont complètement négligés et pollués, sans vraiment tenir compte du fait qu'il y a des gens qui vivent là et qui vivent des ressources. Mais ils peuvent mieux en parler moins pour leurs conditions de vie. Oui, parce qu'à Salvador de Bahia, nous avons un véritable... Plus fort le micro. Il faut expliquer ce que c'est le quilombola parce qu'il semble que les gens n'ont pas compris. C'est ça? Moi, en tout cas, oui, je parle. Ce sont les quilombolas. Voilà, c'est comme les Nagmar en Guyane, les Bushinengue en Guyane. C'est des gens qui habitent sur des territoires qui sont conquis et occupés depuis l'esclavage en s'enfuyant des plantations. D'accord. Ouais. Mais ils n'ont pas, ils ne peuvent pas repérer de quelle origine par rapport à l'Afrique. Enfin, c'était des anciens esclaves. Oui, mais des anciens esclaves d'Angola qui venaient on ne sait pas. Parce que comme le vaudou et la truc du vaudou a quand même des grandes importances à Bahia, enfin les anciens esclaves originaires de la partie du golfe de Guinée, ils ont amené quelque chose du vaudou, enfin On n'en a pas parlé. Hein? On n'en a pas parlé de ça. Non, mais je me demandais juste, est-ce que ça compte aussi dans... Je suis complètement béotienne. Est-ce que ça a quand même des incidences, l'origine africaine, de quelle région d'Afrique? Est-ce que c'est repérable ou pas du tout repérable? L'origine, c'est du 12e
pessoas escravagisées, environ 3,5 millions à 4 millions de personnes ont été esclavagisées au Brésil, de plusieurs régions d'Afrique, Angola, Congo, etc. Et c'est difficile exactement de dire l'origine parce que les Portugais ont mené une politique pour briser les rapports culturels, familiaux, les rapports avec les langues d'origine africaine, avec les religions des matrices africaines. Par exemple, le Brésil est un pays continental et on ne parle que le portugais, on ne parle pas aucune langue africaine. C'était une stratégie de la colonisation pour soutenir ce terrible système d'esclavage pendant presque 4 siècles. Et alors, les quilombolas, la formation des quilombos ont été des stratégies de résistance, de lutte, ça veut dire de conquête des territoires pour construire des alternatives, des sociétés autonomes. Il y avait aussi des stratégies militaires pour la conquête de ces territoires, mais aussi surtout des stratégies d'organisation des sociétés autonomes, parce que travail, etc. Et aussi une reconstruction des racines culturelles. Et c'est comme ça qu'on a un héritage aujourd'hui très important de ces racines d'origine africaine au Brésil, et surtout au État de Bahia, Salvador. Par exemple, Salvador, nous avons environ 80% de personnes d'origine africaine, mais bien sûr, il y a un véritable apartheid social parce que l'élite blanche domine la ville. Néanmoins, nous avons une richesse magnifique de ces origines grâce à cette résistance. Et nous étudions aussi ces savoir-faire avec des stratégies de préservation de la santé, des stratégies diverses par Salomon, des stratégies des herbes médicinales, etc., mais de véritable organisation de protection collective de la santé. Je ne sais pas si je vais bien en parler, mais c'est comme ça, le quilombola. Alors, je pense que... Je peux parler un peu. Parce que comme je suis historienne, je voudrais bien ajouter quelque chose sur les quilombos au Brésil, les communautés des quilombolas. Je crois que c'est important de dire que ça s'est arrivé partout, pendant toute la période de l'esclavage, dans toutes les régions. Il y a eu des communautés des quilombolas et dans différents nombres aussi, de différentes tailles. C'est beaucoup plus gros, mais pas du tout isolé. Je pense qu'on ne peut pas penser les communautés quilombolas comme des communautés isolées. Ça a été toujours des rapports avec la vie, les villes, et la société proche, et aussi avec des rapports importants avec les peuples autochtones. Et en plus, pour ajouter, pour être bref, il faut citer qu'il y a c'est la constitution même, la constitution du Brésil actuelle de 1988. D'ailleurs, c'est le centenaire de l'abolition, qui reconnaît les droits aux communautés quilombolas comme des communautés qui doivent avoir les droits à la terre, au territoire. Et il y a tout un processus en cours au Brésil qui est mené par la Fondation Palmares pour faire la question de la reconnaissance. Et donc il faut dire aussi que ce n'est pas
l'interprétation de la loi, de la Constitution, c'est que les quilombolas ne sont pas forcément des communautés formées par des esclaves qui se sont enfuis. Mais il y a une ressignification. Et si, par exemple, les communautés camponaises, j'ai oublié maintenant, elles peuvent se dire, elles peuvent se reconnaître et s'identifier comme des quilombolas. Donc, je pense que c'est bon pour ajouter ça, mes félicitations. C'est vrai, il y a aujourd'hui des territoires qui ont dans les grandes villes, par exemple. Et c'est une histoire, comme nous avons dit, de presque 4 siècles. Alors, ces communautés ont établi des rapports et il y a des changements, bien sûr. C'est une histoire peu connue par rapport aux activités de recherche, c'est que nous parlons d'une épistémologie raciste. Et exactement, il y a une méconnaissance de toute cette recherche autour de ces communautés. Mais vous avez raison, une minorité de ces communautés aujourd'hui sont dans les grandes villes, par exemple. Il y a interaction, etc. C'est pas comme avant. Désormais, il y en a des communautés très isolées aujourd'hui. Encore. Le territoire Kanunga, je ne sais pas si vous connaissez, pour arriver là, il faut vouloir, on comprend, mais il y avait quand même cette nécessité de se cacher à l'époque. Bon, alors, on va encore accepter une question. Alors, j'ai de la chance. Présentez-vous. Merci beaucoup, Patricia Janodi. Et je reviens à la question de l'incidence élevée du diabète dans les territoires traversés par l'histoire coloniale, notamment en Guadeloupe. Et on parlait donc de l'incidence du diabète et de toutes les questions autour, mais il y a une question connexe, me semble-t-il, et que j'ai appris à me poser avec des collègues des Comores avec qui on travaille ensemble. Comment est traitée la maladie diabétique? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans votre étude, mais est-ce que le diabète est reconnu plutôt tard? En ce cas, est-ce qu'il y a beaucoup d'amputations? C'est la conséquence, il est reconnu tard. Et en ce cas, est-ce que ça se marque par une certaine forme de ségrégation des personnes amputées dans les communautés auxquelles ils sont proches? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toute la question complexe, vous l'avez bien dit, et notamment en conclusion sur ce rapport ambivalent à tout ce qui est charrié entre l'alimentation, parce que ça se répercute sur la question de la maladie elle-même, dans la manière dont elle est ou non reconnue, et dont les éventuelles séquelles sont traitées collectivement. Merci pour votre question. J'ai pas vraiment de réponse sur la manière dont les séquelles de la maladie sont collectivement et socialement prises en charge. En revanche, dans mes entretiens et mes discussions en Guadeloupe, ce qui est quand même ressorti, c'est que les personnes ont vraiment l'impression que la prise en charge est tardive. Parce que les médecins ne s'en soucient pas beaucoup. Enfin, en fait, par exemple, une question qu'on m'a posée un jour, c'était justement est-ce que, en tant que Guadeloupéenne, on est plus susceptible d'avoir du diabète? Et en me disant, moi j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont diabétiques, mais quand j'en parle à mon médecin, il me dit vous verrez bien si un jour vous l'avez, mais il ne me donne pas de recommandations, il ne me donne pas forcément de pistes, sachant que j'ai ces antécédents familiaux. Donc voilà, j'avais plutôt, moi, ce retour-là de peut-être une prise en charge un peu tardive du point de vue médical, qui est à mettre quand même en balance avec des témoignages aussi de médecins généralistes que j'ai pu rencontrer, qui déjà disent que les consultations sont quand même très courtes, donc c'est assez difficile de balayer un large spectre.
mais qu'ils essayent aussi quand même de parler de ces questions d'alimentation. Ceci étant dit, même dans la prise en charge du diabète dans l'Hexagone, la question de la consommation alimentaire n'est pas toujours abordée, notamment pour les personnes qui sont sous médication, c'est pas forcément abordé. Par contre, sur les amputations, par exemple, je pense que ça arrive, je ne sais pas quel est leur taux par rapport à l'Hexagone, mais je sais que voilà, j'ai déjà pu en discuter de manière informelle, mais je n'ai pas d'éléments sur les conséquences entre guillemets sociales. Deux autres éléments de réponse, c'est probablement alors, clairement sur l'incorporation sociale des conséquences du diabète, en particulier du diabète de type 2. Je suis assez démuni, j'en sais rien. En revanche, ce qu'on observe, c'est tout ça est probablement multifactoriel, et dans les facteurs de l'incorporation sociale de cette maladie particulière, j'ai envie de pointer deux facteurs. D'abord, la capacité des populations guadeloupéennes à s'auto-médicamenter, en particulier à base de tisanes collectées dans les jardins créoles ou jardins autour de la maison. Il y a plein de plantes médicinales qui poussent dans des pots et on soigne plein de choses avec toutes ces plantes médicinales, y compris le diabète. Ça marche pas, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est fait. Ce qui permet de repousser peut-être la consultation pour diabète. Et la deuxième chose, le directeur de thèse qui s'appelle Emmanuel Cohen, le directeur de thèse de Clémence, travaille beaucoup sur la dimension anthropologique, socio-anthropologique du rapport à la maladie, et en particulier, il passe par le rapport au corps, et il est possible, là encore, on n'a pas vraiment, peut-être tu auras des résultats quand tu vas finir, mais il est possible que le rapport au corps change entre l'Hexagone et la Guadeloupe, et l'embonpoint n'est peut-être pas un aspect très négatif dans certaines populations, alors qu'il peut l'être dans d'autres. Et du coup, la prise en charge la prise en charge du surpoids est reportée d'autant que l'embonpoint est valorisé. Alors Emmanuel Cohen a très bien montré ça dans les populations ouest-africaines. Je voulais juste dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en Guadeloupe, pendant longtemps, il y avait plus de sucre dans les boissons et les yaourts. C'était une volonté des industriels. Voilà, donc ça, c'est peut-être en lien aussi. Plus de pesticides. Oui, bah, effectivement, c'est un constat qui a émergé dans les années 2010. Donc les produits à référence égale, notamment les yaourts aux fruits, les sodas, etc., à référence égale entre les Hexagone et la Guadeloupe, le taux de sucre ajouté était plus important dans les Antilles, je crois que ça concerne la Martinique aussi. Donc ça a fait l'objet d'une loi en 2012, la loi Murel. Et c'est effectivement c'est récurrent aussi quand on en discute, il y a cette notion d'empoisonnement et on nous ajoute plus de sucre. Et la question du sucre est assez centrale. Quand on parle d'alimentation, elle vient avec la santé. Mais c'est vrai qu'il y a un constat général d'une augmentation de la prévalence d'obésité et de diabète, c'est-à-dire que les personnes se rendent compte que dans leur entourage, il y en a de plus en plus. Et j'ai pas forcément. Alors, ça vient avec une stigmatisation, mais plutôt sur l'obésité que sur le diabète. Et dans la stigmatisation, il y a plus l'obésité. Donc, il y a effectivement un rapport, je pense, à la corpulence qui est différent. Mais il y a quand même un seuil au bout duquel, entre guillemets, il y a une stigmatisation. Mais moins sur, par exemple, les conséquences du diabète. Bon, on va mettre fin à cette première table. En plus, tout à l'heure, Denise Oliveira et Silva, qui va nous parler du Brésil, malheureusement, parce qu'elle n'a pas pu prendre son avion comme prévu pour des raisons administratives, nous parlera un peu d'une enquête qu'on a faite sur ce potentiel, enfin ce lien qu'il pourrait y avoir entre cette question de l'obésité et le travail domestique. Voilà, donc il y a une pause café, hein, une confine qui nous attend. Donc on prend une petite pause et on revient pour la table suivante. Merci beaucoup.